Mes chers compatriotes, bonsoir. C'est toujours pour moi un immense plaisir et un très grand privilège de vous retrouver pour notre rendez-vous vespéral Culture, l'autre regard. Monterland a écrit une valeur qui n'est pas reconnue, c'est une non-valeur qu'on laisse mettre à sa place. C'est un petit peu dans cet esprit que notre invité de ce soir a écrit un livre pour nous présenter l'un des intellectuels et penseurs les plus novateurs de notre époque, mais aussi, hélas, l'un des plus méconnus. À des années-lumière de ce que l'on a coutume d'appeler la géographie, notre auteur de ce soir s'est au contraire proposé de restituer le cheminement de la pensée et de la méthode qui ont permis de produire ce grand penseur, mais aussi cet intellectuel au sens complet du terme, c'est-à-dire engagé dans les débats et dans les luttes de notre époque. Sans plus tarder, j'ai l'immense plaisir de vous présenter un autre penseur et intellectuel, à savoir Bachir Amouqran. Monsieur Amouqran, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être parmi nous. Et merci pour l'invitation. C'est un immense plaisir, monsieur Amouqran. Et merci de me permettre de parler de Omar Aktouf dans une télévision algérienne. Puisque c'est de lui qu'il s'agit. Exactement. Et je crois que c'est la première fois qu'on peut débattre d'un penseur algérien de son vivant, en tout cas de cette façon. C'est l'une des rares fois où un livre a été écrit sur un penseur algérien de son vivant. Certes. Donc j'espère que ce sera pas la dernière. On n'attendra pas de faire comme l'adage populaire voilà. sur le fruit et le régime. Exact. D'abord, on va vous présenter, monsieur Bachir Amouqran, si vous permettez. Vous êtes responsable des programmes à Formanova. Tout à fait. Donc vous intervenez en formation et en conseil et vous êtes auteur de 3 ouvrages. D'abord, un premier ouvrage sur le cheminement dans la méthode et la pensée d'Omar Aktouf, que vous étudiez de très près. Vous avez ensuite écrit un autre ouvrage paru récemment qui s'intitule « Parcours de consultant et formation ». C'est un entretien avec Alain Ménion. Voilà, un entretien avec Alain Ménion. Et votre tout dernier ouvrage s'intitule, qui nous intéresse ce soir, s'intitule « Omar Aktouf, un homme libre, inquiet du monde ». Alors, comme nous l'avons mentionné précédemment, comme ce grand penseur est relativement méconnu, commençons par le commencement. Qui est Omar Aktouf? Cette question est toujours aussi difficile pour moi, hein, et je pense qu'elle le sera toujours. Difficile de résumer une personnalité et une pensée comme celle de Omar Aktouf. Certes. Et difficile de résumer une personne. Omar Aktouf est un penseur planétaire, c'est-à-dire qu'il est présent sur tous les continents, d'où d'abord la luminosité de sa pensée et le rôle qu'il joue dans l'histoire du management, même s'il n'est pas encore reconnu aujourd'hui. Mais il y a quand même des continents qui le reconnaissent. Certes. Omar Aktouf parle portugais, espagnol, anglais et français, ce qui lui permet de sillonner le monde. Il est invité pratiquement chaque année au Brésil, en Colombie, au Mexique, en Tunisie, au Maroc, en Allemagne, en Suède. Connu dans son pays, là où il vit, au Canada, absolument. Voilà. Il a été élu comme étant l'une des plus grandes personnalités du siècle au Canada, le siècle dernier. Certes. Donc voilà, c'est une personnalité qui a marqué son époque et qui continue à la marquer. Omar Aktouf est un penseur qui est indiscipliné, c'est-à-dire qu'il, au vrai sens du terme, c'est-à-dire qu'il ne respecte pas les méthodologies, en tout cas jusqu'à un certain point. Du moins le cloisonnement entre les sciences et les approches. Non seulement le cloisonnement, mais aussi... Ce qui est l'un de vos points communs d'ailleurs. Merci, merci. Mais il ose aussi modifier des méthodologies, il ose intégrer des disciplines entre elles, c'est-à-dire il peut facilement partir de la physique thermodynamique et finir en économie, puis parler de psychiatrie, de partir de l'école antipsychiatrique de Londres et revenir à l'histoire du leadership et ainsi de suite. Donc une capacité à sauter et à transpercer les méthodes et à utiliser toutes sortes de connaissances des sciences humaines pour un seul objectif qui est celui de l'humain dans le monde du management et de l'économie, mais pas que. Ce savant et cet intellectuel étaient un petit berger qui entre à l'école pour la première fois à l'âge de 11 ans. À l'âge de 11 ans, donc il détestait ça. Il espérait ne jamais entrer à l'école et pourquoi? Parce qu'il avait... Je vous en prie, oui. Pourquoi? Parce qu'il avait eu une expérience ségrégation. De l'école, avant la ségrégation. Donc il fréquentait une école à quelques kilomètres de chez lui.
et que ça ne lui plaisait pas, premièrement, et deuxièmement, c'était parce qu'il avait une image du français. Parce qu'on parle de la période coloniale. De la période coloniale. Donc, il entendait les adultes parler du français comme étant quelqu'un d'extrêmement terrifiant. Donc, il a toujours pris soin d'être à des kilomètres des Français. Et voilà qu'il se retrouve dans une école avec une trentaine de Français, avec une institutrice française et raciste, donc ce qui n'a pas arrangé les choses. Mais heureusement, ou hélas, puisqu'elle est tombée enceinte, heureusement plutôt, ça dépend de quel point de vue on se place, mais elle part en congé maternité et elle est remplacée par la fameuse Madame Combes. Voilà, Madame Combes, le couple en fait Combes, Monsieur et Madame Combes, qui lui avait offert une deuxième chance, ou plutôt la première chance de sa vie, qui l'avait traité comme leur fils et qui l'avait un peu adopté, et lui ont fait faire un peu tout le primaire en 2 ans environ. Donc il dira toujours que c'est Madame Combes et son mari qui l'ont sauvé. Voilà. Et donc, il va aller de réussite en réussite, va rattraper son retard à pas de géant, ce qui nous permet d'entrer dans le vif du sujet et de retracer ensemble, en suivant un petit peu les lignes de votre ouvrage, Oui. de retracer ensemble cette pensée et cette inquiétude du monde, comme vous avez intitulé votre ouvrage, et d'abord cette fascination qu'a Omar Aktouf pour le travail. Oui, le travail, je pense que cette fascination vient du fait qu'il était déjà lui-même obligé de travailler à l'âge de 4 ans, où il devait se réveiller à 3 heures du matin pour surveiller un peu les quelques brebis et quelques chèvres dont disposait tout le quartier, c'est-à-dire ce n'était pas leur propriété. Oui. Donc, et ça l'a tellement marqué que Omar Aktouf déteste jusqu'à aujourd'hui de se réveiller tôt. Ça l'a marqué, c'était une véritable souffrance, donc, et ça continue apparemment. J'imagine, oui. Et une fascination qui en arrive au point de procéder notamment par une recherche historique jusqu'à une étymologie comparée du travail. Oui, je pense qu'avant d'arriver à l'étymologie, je pense que Omar Aktouf a été d'abord fasciné par la philosophie. Certes, c'est vrai que son et père la littérature, et voilà. souhaitait, jusqu'aujourd'hui d'ailleurs c'est une tendance, souhaitait Voilà. qu'il devienne médecin. Exactement. Mais lui a tout de suite été fasciné par la philosophie. Par la philosophie, donc il avait quand même ce recul théorique extrêmement important. Et donc il est confronté au travail le jour où il va travailler pour la première fois, avant même de faire ses recherches ethnologiques, etc. Donc le jour où il va travailler, donc il le dit lui-même, il était choqué, c'était un choc culturel par rapport à cet humain qu'on décrit dans l'entreprise et qui n'existe pas réellement. Certes. Et donc, et c'est là qu'il avait pris un peu un recul et décidé de faire autre chose. Décidé d'abord d'étudier l'économie, d'étudier le management, etc. Chose qu'il n'avait pas faite avant. On va y arriver d'ailleurs. Et c'est justement un petit peu c'est surtout cette formation philosophique qui fait que chez Omar Aktouf, rien ne va de soi. Absolument. Que tout est remis en cause, un petit peu comme disait Alain, le philosophe c'est celui qui dit non. Et cette étymologie comparée va l'amener à retracer un développement historique, d'où ressort que le travail, de plus en plus, à mesure qu'on avance dans l'histoire, si tant est qu'on puisse dire qu'on avance, prend la forme d'un rapport de domination. Absolument. Donc, ce rapport de domination, Omar Aktouf le décrit dès la préhistoire, lorsque les premiers chasseurs ont disposé des premiers outils qu'on peut appeler armes. Et donc, c'est là, pour lui en tout cas, qu'on peut situer le premier rapport de domination. Et ce rapport de domination a continué jusqu'à la révolution industrielle et jusqu'à aujourd'hui. Oui, avec des stratifications et notamment cette division du travail entre penseurs exclusifs, qui n'ont rien d'autre à faire que de s'adonner à, et exécutants, manutentionnaires, manœuvres, ouvriers, artisans, etc. Exactement. Et puis, vous avez parlé de la comparaison, un peu de l'étude étymologique et la comparaison. À travers ça, Omar Aktouf a essayé de voir un peu qu'est-ce que ce mot travail comporte comme souffrance et comme trace historique à travers l'histoire, parce que le mot peut signifier quelque chose, mais à côté il va
garder la trace, garder la mémoire de ce qui s'est passé dans l'histoire. Et c'est comme ça qu'il commence sa réflexion à propos du travail. Certes. Et il sort avec la conclusion que le travail n'a jamais été un plaisir. Bien sûr, ça dépend de quel travail on parle. Certes. Faire de la poésie, c'est un plaisir. Mais travailler pour le compte de quelqu'un, travailler 365 jours... Ou presque. Ou presque. Oui. En tout cas, à Et l'époque, c'était beaucoup plus. Oui. ce qui nous amène, bien sûr, vous faites tout le cheminement, mais ce qui nous amène à la révolution industrielle et à une répétition, si je puis dire, historique, qu'on a vu déjà dès l'Antiquité, mais là qui devient flagrante, à savoir la domination par la dette. Absolument. Domination par la dette, domination par les moyens de production, domination de ceux qui possèdent au détriment de ceux qui travaillent. Et qui au moins avaient une certaine indépendance avant de devoir s'endetter pour ensuite travailler chez leur créancier. Absolument, absolument. Quand l'artisan était beaucoup plus libre et il travaillait naturellement. Le travail naturel, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement qu'on est libre de se réveiller à l'heure qu'on souhaite, de travailler un jour sur deux, d'être fier de son travail, d'avoir des réalisations ponctuelles qui peuvent encourager, de se reposer après le travail. Or que le travail industriel, qui est venu avec la révolution industrielle, a cassé tout ça. Donc nous sommes passés dans une hyperactivité quotidienne qui n'a rien à voir avec la nature humaine, parce que l'être humain n'est pas fait pour travailler tous les jours de cette façon. En tous les cas, de se réaliser aussi dans ce qu'on produit, ce que le travail fractionné, puisqu'on arrive à cette division technique du travail, ce que le travail fractionné ne permet pas, au point que le travailleur est dans une attitude contemplative vis-à-vis de la production, ce qui nous amène au concept de réification. Exactement. Qui est relativement... En tout cas, qu'on n'entend pas très souvent dans les débats économiques. Oui, oui. On peut l'entendre chez Simone Veil, par exemple. Oui, en tout cas, elle l'exprime très bien, et d'autres. Avec un W, pas l'autre. Voilà, pas l'autre. Alors, la réification, c'est lorsque, donc, non seulement le travailleur devient une partie des rouages de la chaîne de production à laquelle il appartient. À un certain moment, on ne fait aucune différence entre celui qui travaille et telle ou telle pièce. Exactement. Et à tel point que si on arrive à remplacer une personne par un bras, en ressort, je ne sais pas, on le ferait volontiers, on se débarrasserait de cet être humain qui gagne sa vie à travers ce travail. Donc la réification est d'abord une vision instrumentale de l'être humain. Au point que c'est à lui de s'adapter à la machine et non pas l'inverse. Absolument, c'est ce que l'ergonomie. Oui, oui. Et donc il nous dit même qu'à notre époque, l'intelligence est intelligent et celui qui arrive à comprendre ce que lui dit la machine. Voilà. Et non pas celui qui conçoit la machine ou qui conçoit le travail. Donc on est tombé bien bas dans ce siècle, disons, dans cette époque de la révolution industrielle et de l'industrie. Et cet assujettissement de l'homme à la machine ou de l'homme à l'objet, il l'a vécu dans sa chair, si je puis dire, puisque Omar Aktouf va, tout à fait comme Simone Veil et d'autres... Et Robert Linhart et d'autres penseurs attachés à la praxis, il va lui-même aller travailler dans les usines pour voir de près l'objet qu'il étudie. Absolument. Et donc il va se retrouver par exemple à nettoyer des tankers. Et c'est à lui et à ses collègues de se contorsionner de manière absolument folle pour réussir à nettoyer ces tankers absolument inadaptés à l'homme, mais auxquels l'homme, lui, doit s'adapter pour... Exactement, donc c'est l'expérience ethnographique qui a tout changé dans la vision de Omar Aktouf, ou plutôt qui a confirmé, je dirais, qui a confirmé un peu ses soupçons par rapport au travail, par rapport à tout ce qu'il pensait du management. Donc il est parti tout simplement voir l'impact du management sur ceux qui subissent le management, sur les travailleurs. Voilà, donc absolument, c'est-à-dire que si on veut savoir quel est l'impact du management, il vaut mieux aller là où il est censé être appliqué. Exactement. Et là où il est censé donner des résultats et voir quels sont ces résultats, non pas sur le plan quantitatif et des performances financières, etc., mais sur le plan de ce que peut ressentir un être humain qui travaille de cette façon tous les jours, qui est surveillé tous les jours. J'ai un peu décrit comment se comporte un contremaître et qu'est-ce que pense avec intelligence un ouvrier qu'on croit absolument
bête, entre guillemets, mais qui arrive à décrire son environnement de travail de façon brillante et de façon très fidèle, que même Omar Aktouf lui-même ne saurait pas faire. C'est pour cela qu'il a toujours dit que ces ouvriers-là lui ont tout appris, absolument tout. Lui, le philosophe et l'intellectuel, a appris de ces ouvriers-là. Oui, d'ailleurs, si vous permettez, vous citez Simone Veil. C'est une très belle citation que j'aimerais partager avec nos compatriotes. Simone Veil dit « Pour moi, cette vie est assez dure à parler franchement. D'autant que les maux de tête n'ont pas eu la complaisance de me quitter pour faciliter l'expérience et travailler à des machines avec des maux de tête, c'est pénible. C'est seulement le samedi après-midi et le dimanche que je respire, me retrouve moi-même, réacquiert la faculté de rouler dans mon esprit des morceaux d'idées. D'une manière générale, la tentation la plus difficile à repousser, c'est là où on rejoint ce que vous disiez, dans une pareille vie, c'est celle de renoncer tout à fait à penser. On sent si bien que c'est l'unique moyen de ne plus souffrir. J'ai le plus grand respect pour les ouvriers qui arrivent à se donner une culture. » C'est poignant. Voilà. On se croirait dans un camp de concentration. Et voilà, j'ai tronqué un petit peu pour ne pas, ne pas être trop long, mais elle conclut sur ça, qu'elle a le plus grand respect pour ceux qui, dans ces conditions, arrivent à trouver le temps de lire, de se cultiver, etc. Absolument, parce que elle a très bien analysé le phénomène en disant que si je m'autorise à penser, ça veut dire que je vais m'autoriser à avoir une certaine rancune et un certain refus de ce qui se passe autour de moi. Certes. Et ça, je ne peux pas me le permettre en tant que travailleur, en tant qu'ouvrière. Alors, si jamais je commence à penser, je vais commencer à en vouloir à mon contremaître et ça va se voir dans mon comportement. Or, c'est quelque chose qu'il ne tolère absolument pas. Absolument. Ou ça va se voir dans mon travail qui va contenir des déchets ou des malfaçons. Et c'est tout aussi inacceptable. Donc, la seule façon pour moi de continuer à survivre dans cet environnement, c'est de ne plus penser. Certes. Et Omar Aktouf, dans cette démarche-là, va opérer un petit peu, je dirais, en tout cas, d'un point de vue épistémologique, il va opérer une rupture avec cette scission entre le sujet et l'objet, puisque là, lorsqu'on parle de travail ou même d'économie de façon générale, l'objet de l'étude en est aussi le sujet, puisque c'est l'homme qui s'étudie lui-même. Absolument. Raison pour laquelle il va s'insérer dans cette démarche-là. Exact, il le dit lui-même. Il lui dit, nous ne voyons aucune autre façon qui concorde avec notre façon d'être et notre façon de penser que celle-ci. Ah, je paraphrase un peu, mais c'est vrai que cette posture est une posture extrêmement exigeante, que très peu, en tout cas dans l'histoire même du management, que très peu de penseurs ont osé, parce qu'on devient soi-même le récipient de cette souffrance avec sa chair, avec ses émotions. Et il a même décrit tous les ressentiments, toute la colère, toute la tristesse qu'il pouvait ressentir en fin de journée. Il fallait résister le temps qu'il fallait pour avoir cette connaissance extrêmement précieuse et qu'il met à notre disposition. Justement, vous, dans un chapitre, vous articulez sciences de gestion et management. Et on se pose la question avec vous et avec Omar Aktouf, s'agit-il de science ou d'idéologie? Le management? Certes. C'est une idéologie. C'est une idéologie qui s'inspire quelquefois de science. Mais on peut tout aussi s'inspirer de science pour faire le mal. Un médecin peut très bien avoir une vision instrumentale. Il peut contribuer, comme lors de la Deuxième Guerre mondiale, lors de l'Holocauste, il peut contribuer à massacrer des gens. Donc la science en elle-même n'a rien à voir. C'est l'idéologie qui nous guide, c'est l'idéologie qui donne une place à l'humain. Comme le dit Gustdorf, l'humain ne sera pas au bout s'il n'est pas au début. Certes. Dans toutes les choses de la vie, à chaque processus qu'on va lancer, si l'humain n'est pas la première préoccupation, il ne se retrouvera pas à la fin. Comme disent les néolibéraux, donnons de l'argent au privé, grâce au ruissellement, la théorie du ruissellement, les plus pauvres vont en profiter. Et donc ce n'est absolument pas vrai, bien entendu. Certes, et la main invisible du marché reste bien invisible. Et comme toute idéologie, elle va sécréter une mythologie qui va un petit peu faire passer l'ordre dominant dans le management et l'éco et le produit comme un ordre naturel. Absolument.
Pourquoi? Parce que le... Oui, Oui, je vous en prie. parce que le capitalisme a toujours, en tout cas l'injustice a toujours eu besoin à travers les siècles de trouver un discours justificatif, toujours, pour justifier les inégalités. Alors il se trouve qu'à notre époque, entre guillemets, l'un des discours les plus forts pour justifier les inégalités justement, c'est, on retrouve le développement personnel et le discours sur le leadership. Voilà. Voilà, et qui revient à dire que si vous n'avez pas réussi, si vous vivez mal, c'est à cause de vous. Et dans ce jugement-là, on va vous montrer des leaders, on va vous montrer des personnes exceptionnelles qui ont réussi, sans vous dire vraiment comment elles ont réussi, des créateurs de richesse qui, au moment des crises, vont demander de l'argent à l'État. Il y en a même un qui, dernièrement, sur Facebook, qui va dire, un chef d'entreprise, un grand chef d'entreprise, qui va dire « Si l'État nous donnait 10 millions de dinars comme elle donne aux banques, vous allez voir ce qu'on peut faire. » Mais pourquoi est-ce que l'État est censé vous donner de l'argent? Bon, ça c'est autre chose, voilà. Je crois que je déborde sur autre chose. Mais en tout cas, ce discours justificatif fait en sorte que si la personne ne réussit pas, si elle n'est pas à la bonne place, c'est que c'est de sa faute. Et ce n'est jamais de la faute du système qui est très bien fait et qui est juste. Et qui est naturel. Et cette mythologie-là est recouverte des oripeaux de la modernité, et donc elle va déboucher sur un positivisme assez comique. Exacerbé, oui. Exacerbé, mais assez comique, puisque pour justifier cet ordre naturel, on va comparer l'ordre de la domination néolibérale à l'ordre qui existe chez les homards ou chez la nature. C'est-à-dire pour nous dire qu'en fait, voilà, on est conforme à la nature. Oui, mais pas si conforme que ça, parce que maintenant les études qui sont apparues, même qui existent depuis assez longtemps, à partir de Kropotkin déjà, le russe, qui a défié Darwin et qui a refusé le struggle for life. Oui. Exactement. Et donc, au contraire, depuis Kropotkin, on sait, et jusqu'à aujourd'hui, maintenant il y a des penseurs qui émergent, qui parlent de ça, des chercheurs même qui émergent, et qui nous disent que finalement, la loi de la jungle, ce n'est pas le tous contre tous, c'est absolument pas vrai. La loi de la jungle, c'est l'entraide. Il n'y a qu'à voir comment se comportent les loups. Comment est-ce qu'un loup qui est chassé par sa meute, comment est-ce qu'il s'associe littéralement avec un corbeau et qu'ils voyagent ensemble pendant des semaines afin que le corbeau puisse voir ce qu'il y a au loin et qu'il puisse prévenir le loup, qui lui pourra chasser, ainsi de suite. Donc l'affrontement dans la nature entre les animaux, c'est une exception qui se produit dans des périodes assez particulières. Ce n'est absolument pas la règle. Entre proie et prédateur, mais quoi qu'il en soit, d'ailleurs Omar Aktouf un petit peu surplombe tout cela, puisque le sujet n'étant pas, en tant qu'être humain, d'être conforme à la nature, absolument. Ce qui fait de nous des êtres humains, justement, c'est de sortir de la nature vers la culture. Absolument. Tout ça, c'est un débat exactement. Zoologique qui ne nous concerne pas, nous autres êtres humains. Exactement. D'ailleurs, Omar Aktouf dit souvent que, dans sa définition de l'être humain, c'est le seul être qui peut changer sa nature. Donc c'est ce qu'il faut faire. D'ailleurs, on en parlait hors antenne, vous citiez cette boutade un petit peu dans une conférence. Oui. Lorsqu'il parlait des... Ah oui, oui, oui. Donc il a l'habitude dans des conférences de poser la question à l'assistance, est-ce qu'il y a des chats parmi nous? Est-ce qu'il y a des chiens parmi nous? Est-ce qu'il y a des rats parmi nous? Objet voilà, en faisant référence au type d'expérience qu'on fait sur des rats et sur lesquels on voudrait nous aligner, parce que le rat a agi d'une certaine façon, donc l'être humain, automatiquement, devrait faire comme un rat ou comme un chat. Et en décortiquant un petit peu cette pensée et cette articulation entre management et économie, Omar Aktouf, on arrive à non seulement devancer Mintzberg, mais aussi à régler un petit peu, bon, c'est peut-être pas le bon terme, mais en tous les cas, à faire une critique incisive de Porter. Michael Porter, oui. Michael Porter est considéré comme le dieu du management et de la stratégie. Voilà. À tel point que si vous dites à quelqu'un que Omar Aktouf a critiqué Porter, il va vous dire tout de suite, mais pour qui se prend-il? Là, je parle de Omar Aktouf. Oui, oui, sacrilège. Voilà, exactement. Il y a un prof qui sort d'une conférence une fois et qui me dit Omar Aktouf est arrogant parce qu'il a parlé de Michael Porter. Mais ces gens-là sont incapables de parler d'argumentation ou de répondre à une argumentation qui est d'abord que on ne peut pas s'en prendre au chaman.
puisqu'on est dans la mythologie. Exactement. Donc, puisque la pensée néolibérale est dogmatique, eh ben, c'est les comportements que ça produit. Voilà. Donc, par rapport à Michael Porter, Omar Aktouf va dire que d'abord, sur le plan théorique, il ne s'est basé sur rien. Et sur le plan épistémologique. Sur le plan économique. Voilà, déjà sur le plan de la théorie économique, est-ce que c'est plutôt la théorie des avantages comparatifs? Est-ce que c'est autre chose? Où est-ce qu'il se situe, pardon? On ne le sait pas. Sur le plan épistémologique, il fait une confusion extrêmement grave avec l'État et l'entreprise. Il considère que l'État peut être géré comme on gère une entreprise, avec performance, licenciement, etc. Court-termisme. Voilà, on a vu ce que ça a fait avec le système de santé dans différents pays. Ouais, au point que l'Obamacare a été considéré comme du stalinisme. Exactement, voilà. Exactement. Donc, et troisième critique, bon, j'ai oublié. Il critique la généralisation d'abord abusive. Ah voilà, la généralisation abusive, parce que sur la base d'une vingtaine d'entreprises qu'il a sélectionnées en Europe principalement et aux États-Unis, il va faire une généralisation sur toutes les économies du monde. Au point qu'il en arrive à une sorte de non-dit qui fait qu'on a un management supposément universel, oui, mais qui est surtout américain, et un management exotique. Exactement. Et je voudrais juste faire un commentaire avant de passer à cela. Je vous en prie. En fait, je voudrais dire aux profs d'économie et des personnes qui nous écoutent, essayez de comprendre cette argumentation et essayez d'y répondre. Arrêtez de vous attaquer à l'émissaire, au messager. Je n'ai jamais vu, malheureusement, quand je dis jamais, c'est jamais, une confrontation d'idées en ce qui concerne Omar Aktouf en Algérie, qui traite des arguments, qui traite des idées. C'est toujours la personne qu'on attaque et c'est toujours la personne qu'on essaie de discréditer. Bref, en ce qui concerne cette distinction entre le management américain, qui va de soi. Voilà, Omar Aktouf a eu l'acuité et vraiment l'intelligence de formaliser ça, de clarifier cela. Lorsqu'on parle de management, en général, parler à n'importe qui de management ou d'économie, quand on vous dit la théorie économique avec donc la majuscule et voilà, exactement, la théorie économique, c'est comme si on parlait de l'économie américaine, c'est comme si c'était l'économie naturelle, ordinaire, applicable partout dans le monde. Et quand on parle des autres managements et d'autres types d'économie management qui sont performants, quand on parle de celle du Japon, on va dire le management japonais, ou à la japonaise, ou à la japonaise, le management allemand, le management malaisien, etc. Donc cette distinction vise à donner un peu le cachet à ces autres managements de quelque chose qui serait très particulier, qui serait applicable uniquement dans une culture et pas dans les autres. Mais Omar Aktouf répond à cela en disant limite accidentelle. Exactement, et puis qui ne pourrait correspondre qu'à cette culture-là, qu'à cette société-là, et qui ne pourrait réussir qu'en Allemagne ou au Japon, etc. Oui, vous soulignez un petit peu cette tautologie. Le management à la japonaise ne peut être fait que par les Japonais. Voilà, c'est tautologique complètement. C'est impressionnant. Oui. Et alors que Omar Aktouf va poser la question rhétorique pour dire que en quoi est-ce qu'un Tunisien, un Marocain, un Algérien, je sais pas, un Indien se sentirait beaucoup plus proche du management américain que du management japonais. Entre parenthèses, il y a des études qui ont démontré, une étude notamment qui s'appelle Culture et gestion en Algérie, qui a été faite en Algérie, qui démontre qu'à certains égards, l'esprit communautaire algérien ressemble culturellement à celui qu'on va retrouver en Asie. Et dans les sociétés patriarcales en général. Absolument. Donc, on serait plus proche d'un management japonais que d'un management américain impitoyable. Certes, oui. Et ce qui va aussi amener, comme vous le mentionniez tout à l'heure, l'assujettissement de l'État à la logique de l'entreprise et donc la vision court-termiste et le mépris de l'aspect social. Absolument. Donc, il y a des raisons pour cela. Pour arriver à cela, d'abord, des raisons symboliques, disons que le jour où lorsqu'on va permettre aux leaders de se considérer comme étant les leaders de la société et pas seulement des entreprises, comme étant les modèles à suivre, donc ils vont tout mériter. C'est ça, c'est ce qui se passe un peu dans le monde et qui commence à se passer malheureusement en Algérie.
puisqu'ils méritent tout. Donc, dernièrement, on voit qu'on fait appel à des chefs d'entreprise pour parler d'économie. Le chef, bon, ça dépend des compétences de chacun, bien entendu, Certes. mais le chef d'entreprise a une vision très, très limitée. Si on entend leur discours, allez-y, regardez sur YouTube, leur discours est axé sur les choses qu'ils devraient obtenir. Et je pense que c'est légitime d'une certaine façon. Moi-même, je suis chef d'entreprise et je peux vous dire que les obstacles, qu'on ne pouvait pas créer un meilleur système pour bloquer les entreprises. Mais ça, c'est autre chose. Mais je veux dire que le chef d'entreprise, dans sa posture de chef d'entreprise, ne peut pas parler d'économie parce qu'il ne sait pas ce que veut dire un équilibre. Il ne recherche pas l'équilibre, mais il recherche des avantages encore et encore pour se faire plus d'argent. C'est tout. D'ailleurs, vous avez une magnifique boutade à ce sujet, quoique on n'est même plus dans l'ordre de la boutade. Vous dites, le privé ne parle que de ses préoccupations, sans même savoir qu'il ne fait que parler de ses préoccupations. Absolument. Puisqu'il pense qu'il parle économie. Exactement. Il pense qu'il est en train de parler d'économie, mais ce n'est pas le cas. Alors, qui dit management dit aussi école de management. Absolument. C'est là où on prépare les génies qui gouvernent le monde. Certes, et ce qui nous amène un petit peu à cette, avant de parler peut-être de l'articulation entre école et employabilité, c'est peut-être là notre conclusion, ce qui nous amène un petit peu à cette mode, si je puis dire, en tout cas celle des business schools. Oui. Là aussi, vous n'êtes pas tendre. Enfin, en tout cas, en reprenant la pensée d'Omar Akhtouf, vous notez notamment, et ça m'a tout de suite frappé, moi-même je l'ai constaté, vous avez souligné que par rapport à une assurance de débouchés immédiats et de gros salaires, cette assurance-là rend les jeunes et leurs parents évidemment enclins à payer des frais insensés, puisque de toute façon c'est un investissement qui va, Exactement, entre autres aberrations que vous pouvez développer. Oui. Alors, l'histoire des business schools, bien sûr qu'il faut enseigner la gestion, mais pas de la façon avec laquelle on l'a fait. Omar Akhtouf a une pédagogie, il propose en tout cas une pédagogie par rapport à cela. Oui. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas satisfait des rendements, et personne ne l'est, des rendements des personnes qui sortent des business schools. Parce qu'il pose souvent la question, si on demandait à n'importe qui, est-ce que notre monde est bien géré aujourd'hui? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait dire que notre monde est bien géré aujourd'hui? Deuxième question, par qui est-ce que notre monde est géré? Il est géré par des personnes qui ont fait les business schools. Ça dépend de, bien sûr, il y a une diversité de business schools, mais elles sont toutes, disons, plus ou moins, en tout cas chez nous, en France et ailleurs, elles sont colorées de cette mentalité américaine, de ce néolibéralisme, de cette façon de faire de l'économie de façon totalement inégalitaire, j'allais dire, en ne se souciant pas des inégalités que ça provoque, des désastres écologiques que ça provoque. On continue à parler, l'OCDE nous dit que d'ici 2050, la croissance mondiale sera multipliée par 4. Or, que lorsque la croissance mondiale sera multipliée par 4, ça veut dire que la capacité de destruction des entreprises sera multipliée par 4. On ne sera certainement pas ici pour le voir. Voilà. J'espère que ça n'arrivera pas. Et justement, sur le plan du cursus lui-même, on est un petit peu ébahi lorsqu'on voit qu'on paye à peu près 30 fois un salaire moyen par an pour une formation dont l'équivalent peut être obtenu. Moi-même, j'ai pu le constater en comparant. Oui. Que moi, j'ai pu obtenir en tout cas en payant 200 dinars le mandat de l'université. Puisque c'est, voilà, vous retrouvez en post-graduation à étudier par exemple les avantages comparatifs qu'on vous apprend en première année de tronc commun. Exactement. Et très rapidement en plus. Hein, quand vous faites par exemple un MBA, c'est 2 fois par mois. Oui. Maintenant, c'est 2-3 jours, je veux dire 2-3 jours par mois. Et donc, vous avez au total à peu près 25 jours de formation, un peu plus, une trentaine de jours de formation, je ne sais pas. Si cette formation intervient après qu'une personne ait déjà un bagage etc., ça peut servir à quelque chose en matière de finance, en matière de GRH, ça peut avoir une certaine utilité. Mais si une personne vient d'un autre domaine et qu'on lui donne quand même ce diplôme en 2 ans et on le met à la tête d'une entreprise, non seulement le programme qu'il a reçu n'est pas suffisant, pas du tout suffisant,
En plus, il ne sait rien de l'impact de ses décisions. Certes. Pour ces gens-là, licencier est un acte courageux, très courageux. Or, c'est un acte extrêmement lâche. Donc, on va nommer les choses autrement. Il va vous dire, j'ai pris une décision difficile, c'est moi qui ai pris la décision. Et donc, il a pris, je sais pas, il a pris sulpiride enfin, pour dormir, et le lendemain, il se sentait mieux. Mais c'est la personne qui a été licenciée qui souffre le plus, c'est pas lui. Mais heureusement qu'il a le développement personnel pour ça, qui est un petit peu l'appendice du management, puisque oui. Le licencié était peut-être malheureux et c'est ce qui lui aura permis de découvrir sa vocation ailleurs. Exactement, mais ça, bon courage en tout cas. Bon courage, oui. Mais ça, c'est un sujet auquel on va revenir en fin d'émission. Oui. Et vous mentionnez, en tout cas en suivant toujours le cheminement d'Omar Aktouf, que ces écoles-là sont moins des écoles de gestion et de management que des écoles qui, en tout cas, qui forment à penser et à gérer, que des écoles qui forment à être employables. Et vous citez Edgar Morin, qui fait cette distinction-là entre les médias dans C'est pas ici qu'on devrait dire ça. Bon, pas tous les médias, j'espère. Mais en tous les cas, mais les médias dont la tâche est de produire de la basse crétinisation et les universités de créer la haute crétinisation. Et ça rejoint un petit peu aussi la pensée de votre préfacier, puisque votre ouvrage est préfacé par Alain Deneau, auteur notamment de La médiocratie. La médiocratie, voilà. Ouvrage très très connu à travers le monde. Certes. Donc finalement, est-ce qu'il s'agit d'écoles en vue de produire des chercheurs, des penseurs, des critiques, etc., ou en vue de produire de l'employabilité? Bien sûr, malheureusement, notre monde est fait ainsi. Ça dépend des branches, je pense. Hein. Il y a des personnes qui s'engagent dans des études d'histoire, de littérature, ils savent très bien qu'ils ne seront pas employables avec ça. Donc, le système punit des personnes qui vont vers les choses essentielles. Si elles veulent faire de la philosophie, de la littérature, de l'archéologie, de l'histoire, le système les punit, et les punit très très sévèrement. C'est ce qui explique cette question de l'employabilité. Et tout le monde est observateur. Les parents sont observateurs, les étudiants à partir de l'âge de 15 ans ou moins sont observateurs, donc ils vont se rendre compte que faire langue arabe ou langue française ou histoire ou psychologie même, ce n'est pas rentable. Donc ces disciplines sont abandonnées au profit d'une employabilité. Et l'employabilité donc va avoir un double effet, parce que les entreprises vont abandonner la connaissance, plutôt les universités vont abandonner, et les écoles vont abandonner la connaissance et se concentrer sur la technique. C'est-à-dire qu'on préfère mieux apprendre des choses d'immédiatement applicables plutôt qu'apprendre à penser. C'est-à-dire que même quand on fait du management, c'est pour y apprendre des techniques et des méthodes. Certes. Comment recruter, comment faire une étude de marché, comment faire une ingénierie de formation et ainsi de suite. Comment, mais jamais pourquoi. Exactement. D'où l'inflation verbale lorsqu'on parle de stratégie, puisque avec un tel déficit de formation intellectuelle, on va se retrouver avec un déficit de pensée stratégique. Absolument. Et puis la stratégie, même la stratégie en elle-même est très très difficile partout dans le monde. Les entreprises échouent leur stratégie mais ne le disent jamais parce qu'il y a un chiffre d'affaires qui va couvrir. Certes. La seule stratégie qu'elles connaissent, c'est combien allons-nous licencier cette année et où est-ce qu'on va délocaliser. Ils appellent ça de la stratégie. Et or que ça permet juste de faire un peu plus d'argent sur le court terme, parce que comment ça fonctionne? Vous avez des actionnaires qui sont extrêmement pressés d'avoir des dividendes, d'avoir de l'argent année par année. Donc le dirigeant de l'entreprise sera obligé de s'attaquer aux coûts, de s'attaquer aux employés, de s'attaquer aux salaires, de licencier, de délocaliser. Mais ces choses-là vont, comme le dit Omar Aktouf, c'est comme si on sciait la branche sur laquelle on était assis. On est en train de détruire les facteurs du travail. Et c'est ce qui s'est passé après 2008, par exemple. Exactement, et dans la vague continue d'être... Et un petit peu en guise de conclusion, dans ce très bref aperçu d'un travail très condensé que vous avez effectué, on retrouve un petit peu dans le dernier chapitre ce que vous avez intitulé l'ADN de la pensée de Omar Aktouf. Il y a d'abord ce retour vers l'humain, mais aussi quelque part
un petit peu cette... c'est-à-dire qu'il insiste sur le fait qu'il ne s'agit pas d'être tous logés à la même enseigne. Lorsqu'il critique l'inégalité, il ne s'agit pas d'être tous pareils. Et il a cette phrase très intéressante où il dit « Il ne s'agit pas d'avoir tous la même quantité d'argent, mais lorsque chacun en a suffisamment, c'est là que peu importe qu'un autre en ait plus, ou que d'autres en aient plus. » Exactement, c'est un peu l'idée. Et donc l'idée de l'ADN, quand on dit ADN, ça veut dire que c'est quelque chose de reproductible. Et Omar Aktouf, en lisant, disons, l'œuvre de Omar Aktouf, je me suis aperçu qu'il y avait des constantes. Lorsque vous avez affaire à une personne qui a, pendant 40 ans, eu le même souci, il est tout à fait normal qu'autour de ce souci, un nombre de critères et de préoccupations gravitent pour lui donner une constance. Et cette constance, elle est composée d'un certain nombre de critères. Si on devait dessiner un triangle, vous avez d'un côté l'humain. Il ne faut pas toucher à l'humain, il ne faut pas toucher à la culture, il ne faut pas toucher à la nature. Donc c'est ça un peu. Et autour de ça, on va trouver favoriser le long terme sur le court terme. Absolument. Ce que ne fait absolument pas le néolibéralisme. Les profs d'économie ne le font pas. Il faut absolument que cette année, il faut qu'il y ait un équilibre de la balance commerciale, oui, etc. Donc c'est cette logique des indicateurs qui fait qu'on pense immédiatement au court terme, sans réfléchir à ce qui va se passer, favoriser la qualité de vie sur l'argent. Certes. Oui, et ça, le monde se porterait mieux certainement. Regardez à quel point nous avons besoin désormais de freiner la croissance, et personne n'y arrive, parce qu'on ne sait pas favoriser on sait même plus ce que c'est que la qualité de vie. Certes. Tout le monde l'ignore, c'est quelque chose qu'on a oublié apparemment depuis un siècle. Non, mais d'ailleurs, la croissance elle-même est un terme un petit peu galvaudé. Hein. Comme disait Michéa, on creuse un trou et on le rebouche, ça fait de la croissance. Absolument, exactement. Comme le dit Aktouf, vous organisez des divorces collectifs, vous les remariez, ça fait de la croissance. Voilà. C'est la même idée. Oui, oui, on est dans cette réification et dans cette vision mathématique de l'humain. Donc, je peux terminer sur l'ADN. Bien sûr. Donc, l'idée d'ADN, ça veut dire que en identifiant un certain nombre de critères, avant même de commencer à débattre, à commencer de se battre sur les idéologies, tout le monde peut être d'accord que le long terme doit être favorisé par rapport au court terme. Certes. Que le consensus doit être favorisé par rapport au dissensus. Que l'humain doit... Et à l'hégémonie. Exactement. Que l'humain doit être favorisé sur les procédures. C'est-à-dire que je dis parfois dans mes cours que je préfère, quand je vais dans des entreprises du Sud, je préfère un groupe d'employés qui organisent qui prépare du thé après-midi et qui le prennent ensemble, puis qui vont aller faire la prière ensemble, plutôt qu'un team building. Donc vous voyez, l'outil n'est absolument pas synonyme d'une harmonie. Par contre, en respectant la culture, en essayant de connaître la culture de là où on se trouve, ces choses-là qui paraissent péjoratives sont en réalité une grande influence sur l'harmonie et sur la cohésion collective. Absolument. Ce qui nous donne l'occasion un petit peu de déboucher sur notre nouvelle rubrique. Et comme cette émission parle d'un astre de la pensée en général et de la pensée algérienne en particulier, c'est l'occasion pour moi, chers compatriotes, de vous présenter notre nouvelle rubrique, Les Astres, tout de suite après le jingle. Alors, mes chers compatriotes, cette saison, la saison passée, j'ai eu l'immense honneur et privilège de la passer avec vous, avec une rubrique dédiée à Mohamed Dib, puisque nous célébrions son centenaire. Cette année, notre rubrique s'intitule « Les Astres », c'est-à-dire c'est une rubrique qui va nous permettre de redécouvrir les grands écrivains et les grands penseurs algériens de notre époque, et nos classiques, etc. Les astres, un petit peu par surenchère vis-à-vis de Baudelaire, qui parlait des grands artistes européens en général dans un célèbre poème intitulé « Les phares ». Eh bien, nous allons parler de nos astres et, puisque nous parlons d'idéologie dominante et de clercs et d'intellectuels chargés de la reproduire, ce soir, j'ai pensé vous faire découvrir ou redécouvrir Ahmed Akkash, qui a écrit La révolte des saints et qui retrace l'articulation entre le combat de ce qu'on a appelé les circonciliants, c'est-à-dire des paysans numides révoltés contre la domination romaine, et les donatistes, c'est-à-dire
des hommes de religion et des intellectuels de l'époque qui ont offert un contenu idéologique à cette lutte. Mais ce soir, c'est l'autre pendant que nous allons voir, c'est-à-dire les intellectuels qui se sont rangés dans le rang des dominants. Je vous laisse découvrir. La lutte est une réalité mouvante. À peine les idées nouvelles se sont-elles emparées des masses, devenant ainsi une force politique et sociale, que les maîtres d'esclaves, l'aristocratie romaine et la bourgeoisie terrienne réagissent. N'ayant pu écraser la nouvelle doctrine par la répression et la violence, ils s'efforcent de la détourner de son cours et de l'utiliser à leur profit. Et l'on assiste alors à ce spectacle singulier de gros propriétaires, de riches bourgeois et même d'empereurs romains, jusqu'alors ennemis jurés du christianisme, qui embrassent la nouvelle religion et pénètrent progressivement dans les églises. Le christianisme des pauvres devient progressivement le christianisme des riches. Les représentants des propriétaires disposant de la culture, de la connaissance du latin, de l'argent et de tous les moyens de corruption s'installent peu à peu aux échelons les plus élevés de la hiérarchie. Beaucoup d'ecclésiastiques collaborent désormais à la vie du siècle. Déjà, Cyprien avait noté et dénoncé le mal. Cyprien, un évêque numide, bien de chez nous. La plupart des évêques qui devraient exhorter les autres et leur donner l'exemple méprisent leur divine fonction et se font les intendants des grands de ce monde. Ils quittent leur chair, abandonnent leur peuple pour voyager dans des provinces étrangères et chercher à s'enrichir dans un commerce lucratif. Tandis que leurs frères enfin dans l'Église, eux veulent avoir de l'argent en abondance. Ils s'approprient des biens par ruse et par fraude, ils augmentent leurs gains par l'usure. C'est alors, et c'est là où nous arrivons au cœur de notre sujet, c'est alors que l'on vit surgir de nouveaux idéologues chargés de justifier cette situation et de faire de l'Église un instrument docile de la domination des puissants. Augustin d'Hippone, le plus célèbre d'entre eux, affirme que le Christ n'a jamais combattu les riches, mais qu'il est venu au contraire pour mettre le bon ordre dans leur maison. Le souffle libérateur de Tertullien fait place à l'esprit de soumission, à la glorification de Rome. Du reste, ajoute Augustin, la mission de l'Église n'est pas de faire les esclaves libres, mais de les faire bons. On comprend que ce christianisme-là, s'il faisait fort bien les affaires de l'Empire, qui le reconnut du reste comme religion officielle en 382, ne fut pas du tout apprécié par les populations numides qui le renièrent en masse. On voit comment, non pas l'intellectuel, ce serait trop dire, mais le clerc, un peu comme parlait Benda de la trahison des clercs, comment le clerc, lorsqu'il s'aligne sur les intérêts des puissants et des dominants, quitte le terrain de la pensée pour celui Absolument, et c'est la chose la plus facile à faire. Certes, au mépris des contradictions. Et qui est devenu oui, je vous en prie. Qui est devenu rentable à notre époque, malheureusement. Oui, et au mépris des contradictions les plus risibles, peut-être une dernière boutade sur le management avant de conclure, vous mentionnez ce discours contradictoire inhérent au principe du management entre la glorification de l'initiative et... Voilà, c'est ce qu'Omar Aktouf, avec un concept extrêmement fort, qui pourrait encore être développé, c'est la contradiction interne de l'entreprise. Le fait d'aligner des choses qui sont complètement opposées. L'entreprise dit à l'employé, sois libre, mais en même temps, elle lui donne un ordre. Et en même temps, elle met en place un système dans lequel, s'il fait n'importe quelle erreur, il est sanctionné. Elle lui dit elle prétend être démocratique alors qu'elle instaure un système démocratique. Et ainsi de suite. Un système hégémonie, j'avais dit... Elle se dit démocratique, mais instaure un système où il faut une dictature, suivre la procédure à la lettre. Une procédure, etc. Elle peste contre la bureaucratie, mais est procédurière à mort. Absolument. Et ainsi de suite, on peut trouver des centaines d'exemples de ce genre où l'entreprise dit une chose et fait le contraire. Pourquoi? Parce que l'entreprise a honte d'elle-même et a honte de son histoire. L'entreprise a toujours quelque chose à cacher. Malheureusement, c'est comme ça qu'on va recourir à des publicités, à des choses, à mettre des moyens faramineux pour soigner l'image sans soigner l'intérieur. Certes. Faire oublier le pillage de l'eau par-ci, de telles ressources par-là, etc., etc. Et on connaît les multinationales qui sont célèbres pour ça. Et dans la postface rédigée par Mohamed Bouhamidi, oui. Professeur des lycées de philosophie, les philosophes se comprennent entre eux, il mentionne le rôle de l'école, qui est certes une reproductrice de l'idéologie et des déterminations sociales,
mais qui est aussi la seule voie de sortie de ces mêmes déterminations sociales, puisque sans l'école, Omar Aktouf serait resté le berger qu'il était à 11 ans. Absolument, comme le répète souvent Omar Aktouf, c'est une ruse de l'histoire, comme le disait Hegel. Voilà. Alors oui, paradoxalement, c'est dans le lieu où on reproduit qu'il faut bien que certains y échappent. Certes. C'est comme ce qui s'est passé lors de la révolution, lors de la colonisation nationale, lorsque des Algériens ont servi dans l'armée française, mais qui sont revenus par la suite pour combattre cette armée-là. Donc c'est des choses qui arrivent dans une dialectique de l'histoire dans laquelle, même si on est destiné à faire une chose, on va faire une autre parce qu'il y a eu des circonstances ou parce qu'on a eu une volonté autre. Parce qu'on a eu un tempérament de lutteur et non pas de mime ingénieux, pour citer Absolument, encore Monterland. Sans verser dans les histoires de leadership et développement personnel. Contrairement à cela, Omar Aktouf dit très bien que sans ces personnes qui m'ont aidé à chaque étape de ma vie, c'est-à-dire qu'il décrit, c'est normal, il décrit sur les 20 premières années, ces 30 premières années ou 40 premières années, il a toujours été aidé et soutenu, et chaque être humain a besoin de ça pour réussir, et non pas de lire des livres de développement personnel. Au point d'ailleurs qu'il dit que si l'entreprise était livrée à la logique de ces procédures, elle s'effondrerait. C'est-à-dire qu'elle ne tient que par les petites rébellions, les petites prises d'initiative. Ça, c'est Edgar Morin plutôt qui le dit. Oui, c'est une citation d'Edgar Morin. Donc il dit que si les employés appliquaient à la lettre tout ce qu'on leur disait, l'entreprise se retrouverait complètement paralysée. Bah, très belle conclusion, conclusion à notre émission et à ce débat, mais non pas d'abord à ce magnifique livre. Je rappelle qu'il s'intitule Omar Aktouf, un homme libre inquiet du monde, paru aux éditions Chapitre et disponible dans toutes les bonnes librairies. Et comme de coutume, nous ne pouvons vous laisser partir sans que vous nous livriez un petit scoop. Donc, qu'est-ce que vous avez sur le grill? Mon petit doigt m'a dit que vous ne vous arrêtez pas en si bon chemin dans la critique du management et de l'idéologie et que vous nous préparez une autre pépite. Oui, alors pépite, je l'espère en tout cas. Il s'agit d'un livre critique sur le développement personnel qui Sacrilège. Oui, qui s'intitule En attendant d'être, en finir avec le développement personnel. C'est un peu la continuité du chapitre 3 et 4 de cet ouvrage. Donc c'est dans la continuité un peu de ce travail que j'ai commencé à mener à travers la pensée de Omar Aktouf. Donc un approfondissement de... Exactement. De la critique et de la pensée dominante et de la réification de l'humain. Donc je rappelle, Bachir Al-Muqarran, Omar Aktouf, un homme libre inquiet du monde. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous. Merci. Ce fut un immense plaisir de vous écouter. Partagez. Et je vous dis à très bientôt pour reparler de ce fameux développement personnel. En tout cas, Tawfiq dans votre parcours aussi bien entrepreneurial que littéraire. Je vous remercie. Quant à vous, mes chers compatriotes, merci de nous avoir suivis, merci de nous avoir accueillis chez vous. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une excellente fin de soirée. Au revoir.